Aujourd'hui, dans Ticozé, j'ai le plaisir d'accueillir Miguel Octave. Originaire de Ducos, en Martinique, son enfance est bercée par la musique, les bals populaires et une curiosité sans limite pour le son et l'image. Dans les années 80, il part à Paris. C'est l'époque des radios libres, des concerts mythiques et des débuts de la world music. Il fait ses premières armes à RFO Martinique, actuellement Martinique Première, avant de s'imposer dans l'audiovisuel parisien. Assistant, réalisateur, puis réalisateur confirmé, il collabore sur les plus grands shows télévisés, Les Enfants de la télé, Fort Boyard, Taratata, Energy Music Award. Il couvre aussi des événements majeurs, la Coupe du Monde 98, le centenaire du Tour de France, le passage en l'an 2000. En parallèle, il filme des concerts et des spectacles tels que celui de Johnny Hallyday, Céline Dion, David Bowie, Florent Pagny, Jamel Debbouze et tant d'autres. Depuis 2005, il signe aussi des documentaires marquants comme La Martinique, seconde patrie du compas ou La fabuleuse histoire de la musique guadeloupéenne. Des films plusieurs fois primés à l'international. Un parcours exceptionnel entre passion, création et transmission que nous allons découvrir ensemble. Merci Miguel d'avoir accepté l'invitation dans Ticozé. Merci Kéza. Alors Miguel, tu grandis en Martinique et puis tu grandis, tu as un attrait pour tout ce qui est bal, pour ce qui est musique traditionnelle. Non, pas du tout. C'est pas un attrait, c'est-à-dire que j'habitais Ducos avec mes parents et ma grand-mère et ainsi que mon frère. Et en fait, on n'avait pas le droit de sortir parce que mon père était enseignant, instituteur, donc il fallait qu'on reste à la maison. Et le contact qu'on avait avec l'extérieur, c'était le samedi soir, on écoutait les bals de la cantine. Donc j'écoutais et j'étais passionné par la musique. Donc avec mon frère, on écoutait. Donc vous écoutiez, c'est-à-dire comment vous écoutiez? C'est-à-dire sur la terrasse ou alors la musique était très forte? La musique était très forte et puis on était à 100 mètres de la cantine et puis on se mettait sur la fenêtre et on écoutait les morceaux qui passaient et tout. Plus la radio. Donc on a été bénis dans cet univers-là. Et puis surtout le dimanche matin, après la messe, tous ces gens qui avaient participé au bal venaient à la maison, passaient à la maison après la messe. Donc on discutait énormément. Enfin, mes parents discutaient et nous, on tendait l'oreille. Et donc, on recréait des fantasmes à partir de tout ça, quoi. Tout simplement, voilà. Donc, alors, est-ce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as eu envie de parler de cette histoire de la musique antillaise? Alors, c'est vraiment, oui, tu as raison de le dire. C'est en réfléchissant, je me suis dit, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie d'écouter les gens raconter l'histoire parce que moi, je la vivais à travers leurs propos. Comme je n'avais pas le droit de sortir, on était trop petits pour aller au bal, pour sortir. C'était très intéressant de pouvoir justement écouter et puis se dire mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'événement est venu à partir d'un site que des amis ont créé parce qu'on est des passionnés, dont des collectionneurs. Et ce site s'appelle Musique Nous. On a dit on a une collection, on a des collections extraordinaires. Mettons ça sur un site et puis on va parler. Et moi j'ai eu envie de faire des podcasts, des formations professionnelles. Et j'ai commencé à rencontrer comme ça les artistes, alors les interroger comme ça sans images. Et à force de poser des questions, je me suis dit mais un jour il faudra que tu mettes de l'image. Et c'est venu totalement par accident il y a 8 ans. Voilà. Il y a 8 ans. Et voilà. C'est une série, hein? C'est une série que tu as... Ah non, pas du tout. Alors, c'est vraiment un accident. C'est vraiment un accident. Non, mais je veux dire, c'est une série de documentaires que tu as Oui, c'est-à-dire que non, j'en fais un et puis j'ai envie d'en faire un autre. Et puis je ne programme rien. Non, voilà. Je ne programme rien. Je laisse les choses se passer parce que je suis quelqu'un d'instinctif. Et puis, le principe, en fait, de validation des documentaires est extrêmement complexe. Il ne suffit pas d'avoir l'idée, il ne suffit pas d'écrire. Il ne suffit pas de préposer, il y a la production, il faut convaincre la chaîne n'est toujours peut-être pas réceptive et tout ça. Et c'est très difficile. Moi, je pensais en fait, parce que je pensais qu'au départ, le documentaire était réservé aux journalistes. Et je pensais qu'on en faisait un, ça plaisait, on en faisait un deuxième. Et puis non, c'est pas aussi simple que ça. Chaque fois, vous remettez votre ouvrage à zéro. Vous devez convaincre les gens. Et je vois que j'en suis en train d'en préparer 2 autres. Et c'est compliqué parce que vous dites, j'ai fait tout ça et malgré ça, il faut quand même faire mes preuves. C'est compliqué. Donc, alors moi, je veux revenir en fait à la genèse parce que j'ai été voir un de tes documentaires, j'ai trouvé ça tellement intéressant. La genèse de cette histoire
on va dire, des séries, même si tu dis Alors, que c'était totalement... c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu en faisais un, tu te disais, mais il y a encore autre chose à ah ben raconter. évidemment. Voilà. En fait, c'est aussi venu d'une frustration parce que je travaillais sur des programmes de télévision. On rendait hommage à Edith Piaf, à Brel et tout ça. Donc, j'entrais dans l'intimité un petit peu de ces gens-là. Et je me disais, mais c'est bizarre parce que nous, on a des gens aussi qui ont des choses à dire. Et nous, on les entend pas. Ça ne fait pas partie de notre culture de parler de ça. Et donc, ça, c'est venu d'une frustration. Et puis, en fait, le déclic, je vais l'expliquer aujourd'hui parce que j'ai rarement eu l'occasion d'en parler. C'est que je filmais un concert de Tony Chasseur à La Cigale, les 30 ans de Tony Chasseur. Et il y a une séquence dans son show où il raconte toutes les musiques qui l'ont bercé. Et quand il est arrivé au compas, j'ai vu que La Cigale s'est levée. Wow. Et au moment du visionnage, je dis à la chaîne, mais regardez, il y a un truc à faire sur le compas. Et tout le monde me regarde. Quel intérêt, le compas écris-nous quelque chose. Je rentre chez moi et je commence à écrire. Et je cherche sur Internet, je me rends compte qu'il n'y a rien qui a été officiellement fait sur le compas. Et donc j'ai dit, je ne vais pas raconter l'histoire du compas, parce que je ne suis pas haïtien, parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas. Par contre, je vais raconter l'histoire d'amour qui lie la Martinique au compas. Et c'est pour ça que donc, je travaille toute la nuit. Et rendons à César ce qui appartient à César. Il est 5-6 heures du matin. Je suis en train de discuter avec un très bon copain, Stéphane, en Martinique. Et il me dit, il ne faut pas que tu oublies d'interviewer un tel. Je dis, mais je ne vais pas mettre des Martiniquais dans cette histoire. Je vais avoir les Haïtiens. Et il m'a dit, tu devrais savoir que la Martinique est la seconde patrie du compas. Incroyable. C'est comme ça que le nom est venu. Bon, il était 6 heures du matin, j'étais fatigué, j'ai tapé ça et je mis point d'interrogation. Et j'ai jamais réussi à trouver un autre titre à ce premier film qui a eu un succès inattendu parce que je pensais que c'était un film, on va dire, de nostalgie pour les Martiniquais, enfin, en tout cas pour les Antillais. Et en fait, c'est quand la communauté haïtienne de Montréal et de New York a vu le film, il y a eu un phénomène de boule de neige et puis ça a continué. Voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et puis aujourd'hui encore, tout à l'heure, je discutais parce qu'il y a des réseaux WhatsApp et on se parle. Voilà, le film accompagne la demande d'Haïti pour que le compas soit considéré comme patrimoine immatériel. Voilà. Donc, il y a une vie qui se passe autour de ce film et c'est ça qui m'intéresse. Et ça crée des connexions. J'ai appris depuis ce film plein de choses sur l'histoire du compas. Énormément de choses, notamment comment le compas a rayonné grâce au service militaire, parce qu'à cette époque-là, dans les années 70, on envoyait les ultramarins en fait en métropole et voilà, et donc ils arrivaient avec leurs cassettes, leurs disques. Et puis c'est comme ça que les autres écoutaient, c'est comme ça que c'est arrivé à La Réunion, alors qu'aucun groupe de compas n'est jamais passé à l'époque à La Réunion, même à Tahiti, où il y a une communauté qui adore le compas, les mêmes titres que nous, simplement parce que c'est bidas, comme on dit à l'époque, ramenait des musiques. Et c'est comme ça que cette musique a fait le tour du monde sans qu'il n'y ait des moyens comme aujourd'hui de communication. Et puis sans qu'ils soient invités dans les Voilà. médias Exactement. mainstream ou nationaux, etc. Et on le voit encore, le succès du compas. Exactement. Voilà. Et donc il y a un revival aujourd'hui avec Joey Detfilé. Bon, c'est une histoire et c'est ça, c'est notre histoire. Il faut savoir aussi la raconter et aller rencontrer des gens qui sont vivants parce que nous sommes des mémoires vivantes. Nous venons d'une culture où il n'y a pas beaucoup d'écrits et les gens se parlent, les gens racontent. Je me rappelle ma grand-mère, les fameux Milan qu'on connaît tous, qui donc on écoutait toujours les gens parler et on se disait tiens, voilà. Donc il faut garder ça. Et raconte-nous en tout cas, raconte à notre audience. C'est quoi l'histoire d'amour entre le compas et la Martinique? Alors, j'ai essayé avec ce film de 90 minutes d'expliquer ça. Qu'on peut trouver sur les plateformes. Qui tourne depuis des années. Alors, c'est très difficile parce que même encore aujourd'hui, et même avec les discussions qu'on a sur WhatsApp, on n'a pas la réponse. C'est quelque chose qui nous échappe. On va dire que je pense que c'est une époque, pour moi en tout cas, quand je me rappelle d'un disque en particulier, c'est l'album L'Évangile selon les cheveux. C'est la première fois que nos parents écoutaient et aimaient la même musique que nous. Ça, c'est un déclic. Parce que nos parents... Intergénérationnel. Ah oui, nos parents écoutaient la musique latine, la musique traditionnelle, Biguine, Mazurka et tout ça. Et brusquement, il y a une nouvelle musique qui arrive et les parents chantent la même musique que nous, écoutent la même musique que nous. Et j'ai même j'ai encore le souvenir, c'est mes parents qui ont dit on achète ce disque-là. Et quand on écoutait sur le petit électrophone familial, tout de suite, ils s'arrêtaient et ils fredonnaient en même temps que nous. Et en plus, ma mère étant couturière, était couturière, et en fait, elle faisait aussi ce qu'on appelle les trousseaux de mariage. Donc, on était souvent invités dans les mariages. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se disait, mais c'est bizarre, les adultes aiment la même musique que nous.
Donc je pense qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là qui a fait que le compas est devenu une espèce de passerelle entre générations. Voilà, c'est mon analyse. Voilà. Et ensuite, après ce documentaire sur le compas, là, tu te tournes vers la musique antillaise, parce que bon, les Antilles, c'est la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, petites, grandes Antilles, tout ça, c'est dans la Caraïbe. Donc, tu te tournes vers d'autres musiques. Alors, c'est toujours, parce que c'est pas programmé. Simplement, je fais la Martinique, seconde patrie du compas. Et j'ai beaucoup d'amis guadeloupéens qui disent « Ouais, mais nous, pourquoi tu ne mets pas la Guadeloupe ?» J'ai dit « Je n'ai pas voulu exclure la Guadeloupe. J'ai parlé de ce que je connaissais et ce que je pouvais maîtriser. » Comment ça? Et là, je me suis dit... Alors, j'ai fait un film sur les femmes qui était un film qui me tenait à cœur, qui est mon film préféré, qu'elle nous enchante. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit « Quel est le film dans lequel je pourrais mettre la Martinique et la Guadeloupe sans qu'il y ait problème ?» Et je me suis dit « Ce sont les producteurs qui produisaient des disques. » Donc, j'ai pensé évidemment à Debs. Et j'ai lancé comme ça, je crois que j'étais en train de monter, je ne sais plus quel concert, et j'ai dit, j'ai envie de faire un film sur Debs. J'ai appelé Rico Debs, qui m'a dit banco, et puis j'avais le livre qui était écrit par Henri Debs, et c'est comme ça que le film a commencé. L'idée a commencé, et puis je me suis dit, on va faire les deux, parce qu'il y avait deux frères, il y avait deux îles sœurs, deux frères Debs, donc la Martinique et la Guadeloupe. Et en fait, en parcourant cette histoire, on a aussi bien la musique guadeloupéenne que la musique martiniquaise de cette époque, et même haïtienne, puisque Debs a produit aussi des albums haïtiens. Des albums haïtiens. Voilà, on se comptait la Cadence Lipso, Dominique, Sainte-Lucie et tout ça. Non, il y a vraiment... Et c'est une surprise, ce film aussi, parce que il a dépassé les espoirs que j'avais mis dedans. Je voulais faire un film sur montrer que nous avions un tronc commun qui était la musique et qu'en Martinique comme en Guadeloupe, on avait des connexions. Et il se trouve que quelqu'un que je vais citer parce qu'elle a beaucoup compté, c'est Nadia Idaïra, qui a vu ce film, qui a eu un coup de cœur pour ce film, qui l'a fait sous-titrer en anglais et en espagnol et qui l'a envoyé à différents festivals. Et là, le film a été accepté et on a eu d'abord des sélections, on a une quinzaine de sélections et on a eu des prix. D'accord. Et c'est là, brusquement, on se dit, ah ouais, ça veut dire qu'on peut toucher les autres. J'ai toujours pensé que nous, Antillais, nous avions cette chance de pouvoir être universels, c'est-à-dire d'être géographiquement dans un lieu où il y a les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, et tout ça convergeait dans un lieu où des musiques ont été créées, comme le reggae, la musique latine, et tout ça. Dans cette même région, dans cette petite région du monde, on a des influences multiples. Et là, brusquement, vous avez des jurys de différents pays qui trouvent le même plaisir à regarder ce film. Et ça m'a touché. Ça veut dire qu'on est capable encore, nous, aujourd'hui, de trouver des sujets qui soient, entre guillemets, universels. Voilà. Ouais, totalement universel, hein, voilà. Même pas entre guillemets, voilà. Vraiment universel, voilà, et jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Et c'est vrai de voir des Américains qui ne connaissaient absolument pas notre musique, qui ne connaissaient même pas la Martinique, arriver et dire ce film, on lui donne le meilleur prix, alors qu'ils ont des dizaines et des dizaines de films en compétition, ça me touche, voilà. Et donc, en fait, c'est aujourd'hui, je peux le dire, puisqu'on a participé à une conférence dernièrement, et on sait qu'aujourd'hui, que tes documentaires sont une vraie source de transmission. C'était inconscient, mais je pense que c'est important. Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas un peuple d'histoire. J'ai toujours pensé, les événements se passent, ils sont racontés et ils sont oubliés. Au suivant. Demain est un autre jour. Voilà. Et donc, cette absence de réaction par rapport à l'archivage, par rapport à la conservation, est problématique parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de sources d'informations, notamment avec les réseaux sociaux, l'information, elle est immédiate, elle est cliquée, 2 heures après, c'est fini, on passe à autre chose, que si on ne crée pas un socle, de transmission, je pense que les générations à venir ont beaucoup de mal à se positionner et à dire « ouais, ça c'est à moi, ça vient de moi ». Et pas c'est quelqu'un qui a appris. Il y a des gens qui ne savent même pas que beaucoup de musiques d'aujourd'hui sont des musiques, ça vient du zouk, quoi. Il suffit d'avoir un minimum d'oreilles, de se rendre compte que la rythmique est une rythmique de zouk. Mais ça a pris des noms différents. Parce que d'autres personnes se sont appropriées de ça. Donc il faut avoir au moins une connaissance de soi-même pour pouvoir dire ça vient de chez moi, ça. Ça, c'est moi. Et est-ce que tu peux nous donner les titres des différents documentaires que tu as faits ? Alors, il y a le film sur le compas, La Martinique, seconde patrie du compas. Il y a Qu'elle nous enchante. Je l'ai dit, c'est mon film préféré. C'est l'image de la femme dans la chanson créole. On voit l'évolution des mentalités. Studio Debs.
Et ensuite, j'ai voulu faire une série parce que quand j'ai fait Studio Depth, j'avais tellement de matière, c'était pendant le Covid, et j'avais tellement de matière que je me suis dit, c'est dommage de gâcher ça et de garder ça, entre guillemets, dans mes archives. J'ai proposé à Eddy Nedelskowski, qui était le directeur régional et artistique de la Guadeloupe, je lui ai dit, j'ai envie de faire une série, mais c'est pas à moi de la faire parce que je suis pas guadeloupéen. Et il m'a dit, ça c'est une fausse excuse, c'est une façon de ne pas t'engager. Je dis, mais t'imagines, je vais arriver, je vais poser des questions et tout ça sur des choses qui sont vôtres. Et il m'a dit, fais-le. Et je lui ai écrit une note d'intention et un jour il m'a appelé en me disant, ça y est, on va faire ta série. Et donc au départ, j'avais dit, je commence la série et je la laisse pour que d'autres personnes continuent. Parce que c'est un format, parce qu'on va rentrer dans les détails techniques, c'est un format de 26 minutes. Parce que j'estime que 26 minutes, c'est le temps de concentration qu'on a juste après le JT ou juste avant le JT. C'est pas trop long. Ça permet aux gens d'avoir l'information et surtout de créer ce qu'on appelle le lien de fidélité. C'est-à-dire qu'il y a à suivre. C'est-à-dire qu'on ne crée pas l'histoire de façon chronologique, mais thématique. On parle de tel sujet, mais il y a à suivre. Et donc, on peut revenir sur ce thème-là. Et ça fait que quelqu'un qui arrive derrière peut reprendre un sujet ou le développer différemment. Ça crée une série. Ben, c'est comme ça que depuis des années, toutes nos séries telenovelas fonctionnent chez nous, parce que ça crée une fidélisation. Et donc, j'ai voulu lancer ça. On a fait 10. Là aussi, un succès. Et je me suis dit, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va reprendre. Et j'attends toujours que quelqu'un reprenne. Voilà. Peut-être que c'est toi qui dois reprendre. Non, je me sentirais un peu imposteur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment... Parce que là, tu t'es arrêté au zouk. Et ouais, je me suis arrêté. Il y a ces nouvelles musiques, chata, bouillon, et puis toutes ces musiques un peu tirées du zouk, qui portent des noms différents. Est-ce que tu n'as pas envie de... Alors, je vais être honnête, un petit peu je me fais plaisir, déjà. D'accord. Donc, je parle de ce que j'aime et que je ne connais pas. D'accord. Déjà, je ne connaissais pas l'histoire du compas. Et en rencontrant ces musiciens qui ont fait, parce que je les aurais rencontrés dans la rue, je ne les aurais pas reconnus. On n'avait que les vinyles, que les disques. Donc, c'est quand les rencontrons que j'ai discuté avec eux, que j'ai appris des choses. Je parle de ma génération. Il est évident qu'il y a une génération qui arrive, qui aime de nouvelles musiques. Je pense que c'est à elle de faire ce travail. C'est pas à moi. Voilà. Donc, je peux aider. Je peux aider, mais ce n'est pas mon... En tout cas, l'annonce est lancée. Oui. S'il y a quelqu'un qui veut poursuivre... Mais il y a beaucoup de choses déjà qui ont déjà été faites sur le chata. Mais je trouve que j'avais proposé un film qui n'a pas pu être fait. Et on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Et puis je pense qu'il faut une certaine maturité avant de pouvoir avoir un peu de distance et de recul. Pas faire tout de suite. Voilà. Faut attendre pour un analyser, pour comprendre, pour... Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses du fait que maintenant, il y a en fait des artistes tels que Jocelyne Béouard soient invités sur les plateaux télé mainstream, enfin nationaux, alors qu'à l'époque où Kassav faisait le plus de concerts, ils n'étaient pas invités. Il a fallu... qu'on perde beaucoup de chanteurs du groupe pour... Alors moi, je dirais autre époque, autre mœurs. C'est-à-dire qu'en fait, Kassav a eu une période, on va dire, c'est même pas un décollage, qui était une période de vol de croisière. Et je pense que les médias n'étaient pas encore prêts à ça. Parce que ça a été un succès populaire. C'est-à-dire que c'est une musique qui a marché grâce au public. Et c'est l'objet de mon prochain documentaire. Je vais pas dévoiler de quoi il s'agit. Mais il faut se dire que Kassav n'est pas le fruit d'une stratégie de communication. Voilà. Il n'y avait pas de business plan. Non, une musique qui arrive, les Antillais suivent, l'Afrique reprend, et puis ça fait le tour du monde. C'est pas comme aujourd'hui où il y a des médias, il y a Internet, il y a des choses comme ça, où il y a des stratégies de pub. Il n'y avait même pas de clip. Personne ne se souvient d'un clip de Kassav. Par contre, tout le monde se souvient d'un concert de Kassav. Un clip aussi. Les clips aussi. Mais bon, il faut se dire qu'à cette époque-là, c'était quelque chose, et j'en discute souvent avec souvent Jocelyne et avec Jean-Claude, parce que je voudrais comprendre, parce que je leur ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez créé et vous n'avez pas voulu rendre la chose permanente. Regardez les Rolling Stones. Aujourd'hui, les Rolling Stones, même si ils arrivent 5 minutes avant le concert, ils jouent ensemble, c'est une institution. Comment Kassav n'a pas pu créer ça? Et ils nous répondent tous, Miguel, ce n'était pas notre métier.
Nous, on était là, on arrivait, je me rappelle Jean-Claude qui me raconte qu'il arrivait, il avait 4 valises de tailles différentes et selon les destinations, il prenait cette valise-là, celle-là, celle-là. Il me dit, on sortait de concert d'un pays, on repartait dans un autre pays. Oui, ils étaient tout le temps, Voilà. tout le temps en voyage, tout Exactement. le temps partis. Donc, il n'y avait pas cette stratégie, il n'y avait personne qui a dit, on va pérenniser ça. Donc, aujourd'hui, le zouk, malheureusement, a été récupéré par un peu tout le monde. Alors, Jocelyne représente la communication de Cassa, la femme qui est antillaise. Tu dis malheureusement? Parce que je trouve qu'il n'y a pas cette reconnaissance. Ah, d'accord. Mais c'est bien que ça ait été repris. Mais vous prenez, vous dites que c'est du zouk. Ah oui, voilà. ça. Alors là, ça c'est plus dur pour certains. Ça, c'est plus dur pour certains. Parce que c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose. Et d'ailleurs, Jocelyne, elle le dit. Jocelyne Béouard, je rappelle, le dit que c'est très bien, que la musique doit passer de main en main. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette reconnaissance. Et toi, tu l'expliques comment? Comment que le fait que... Parce que non seulement il n'y a pas cette reconnaissance, mais il y en a qui la dénigrent, en fait, qui disent non, nous on fait pas de zouk, mais en plus de ça qui la dénigrent parce que tout le monde, enfin, je veux dire, ils ont le droit de ne pas aimer le zouk. Hein, je veux dire, il y a des gens qui aiment le rock, il y a des gens qui aiment, je sais pas, le hip-hop, il y a des gens qui aiment, voilà, ils ont le droit. Je veux dire, on n'est pas obligé, tout le monde n'est pas obligé d'aimer le zouk. Mais pourquoi avoir envie de le dénigrer? Et pourquoi ceux qui l'utilisent disent que ce n'est pas du zouk et en plus de ça le dénigrent. Pourquoi? Je ne vais pas entrer dans ce débat polémique parce que je n'ai pas le droit de parler au nom des gens. Moi, je dis à partir du moment où on utilise quelque chose, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Alors, peut-être aussi ça vient de nous, peut-être qu'on n'a pas su, contrairement aux Haïtiens, puisqu'on parlait du succès de Je dois te filer, aujourd'hui, on ne dit pas c'est le compas, si le compas. Non, c'est du compas. C'est du compas. Pourtant, la musique de Cap Campé, la base est la même, mais ça n'a rien à voir avec la musique des Frères des Gens d'il y a 40 ans, d'ici à 50 ans. Et je pense que les Haïtiens sont restés fermes. Alors, ce n'est pas la même population, ce n'est pas la même culture. On parle de 13 millions de personnes, là. Ils sont restés droits par rapport à leur musique. Nous, on a essayé de créer des variations du zouk love, du zouk ci, du zouk ça. Et peut-être qu'on n'a pas... Déjà, on parle de zouk rétro, je ne comprends pas pourquoi le zouk est rétro. Le zouk n'est pas rétro, le zouk, c'est le zouk, point. Et donc, je pense que ça, c'est peut-être aussi nous qui n'avons pas su définir une musique en disant c'est la nôtre, point. De la marquer, de la figer. Mais je ne suis pas musicologue, je ne suis pas sociologue, donc je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Mais je dis aussi, on a considéré que c'était une musique d'amusement. C'est aussi un problème, je pense, et je l'évoque dans dans le premier épisode de La Fabuleuse. Et pourquoi pas la considérer comme une musique d'amusement enfin, je veux dire, est-ce que c'est... C'est une musique hédoniste, on est d'accord. Est-ce que c'est mal que le zouk soit une musique d'amusement? Non, pas du tout. Ce qui est mal, c'est qu'on... Et surtout que le zouk n'est pas qu'une musique d'amusement. C'est-à-dire que si on comprend le créole et si on traduit les chansons de Kassav, moi je dis toujours c'est éminemment politique. Mais évidemment, c'est une démarche. Éminemment politique. Bien sûr. Les termes, quand on dit zouk là, c'est le médicament nouni, et derrière on décline tout ce qui est dit, c'est politique. Je suis d'accord. Le problème, c'est que... Mais je vous dis, il faut regarder je suis désolé, je fais de la pub pour ce premier épisode qui s'appelle État des lieux de la fabuleuse histoire de la musique guadeloupéenne, où en fait nous avons un positionnement qui est très complexe par rapport à la musique. Nous sommes des consommateurs, j'aime pas le mot, de musique. On écoute de la musique. Je ne connais pas un Antillais qui me dise j'écoute pas de la musique. C'est clair. On écoute toutes les musiques chez nous, de tout. Le problème, c'est qu'on considère que c'est une activité mineure, secondaire. Pourtant, tous les vendredis, tous les samedis, c'est toujours plein partout. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Nous avons une passion pour la musique. C'est un vecteur culturel. Sauf que ce n'est pas gênant de dire, voilà, moi j'aime sortir les vendredis soirs et j'aime aller danser. Pourquoi nous avons ce problème par rapport à ça ? Moi, je ne suis pas un danseur. Je déteste ça. Moi, je suis un consommateur de musique. Je suis un mélomane. J'ai les disques à la maison. Je les écoute à la maison. Je les connais par cœur. Mais tu ne me verras jamais dans une soirée. Je n'aime pas ça. J'aime pas ça. Voilà, point. Mais je sais reconnaître que j'aime la musique et je la mets au même niveau, chez moi, au même niveau que la musique classique, que le jazz, que la musique nord-américaine. C'est de la musique, point, qui m'amène des émotions et des sensations que d'autres musiques ne m'apportent pas. Donc, je suis honnête par rapport à ça. Mais il n'y a pas de sous-musique. Peut-être que nous avons du mal à reconnaître que cette musique que nous pratiquons, on la considère un peu comme mineure. Peut-être aussi, dans nos comportements, on en profite. Mais non, on ne préfère pas. Je crois. Je ne veux pas créer de polémique. Je n'ai pas étudié. Mais je pense aussi qu'il y a aussi un problème de positionnement. On aime nos musiques, mais on ne sait pas aussi valoriser nos artistes. Et c'est peut-être ça le problème. On n'est pas suffisamment fiers de ce qu'on fait. Non.
Et je le vois parce que je discute en off avec les artistes. Ils ont cette fragilité-là. Ils auraient voulu qu'on les considère. Reconnaissance. Ah oui. Il y a un Quand manque vous allez, vous faites, je sais pas moi, je voulais faire un film à une époque sur le Fender Rhodes. Vous décrochez vos téléphones, vous appelez quelqu'un aux États-Unis, le gars au fin fond de l'Arkansas ou je sais pas moi de la Nouvelle-Orléans. Vous lui parlez, vous comprenez à peine ce qu'il vous dit, mais vous lui dites que vous allez lui parler de son instrument, son Fender Rhodes. Le type est déjà, vous avez raccroché, le type vous a déjà envoyé 10 000 messages, des photos et tout ça. C'est sa musique, lui, il est fier de ça. Nous n'avons pas ça. Chaque fois qu'on dit Donc, on va faire... tu penses que la population, n'est pas fière du zouk? Elle est fière de la musique, elle n'est pas fière des musiciens. C'est la différence. Parce que je dirais le contraire. Elle est fière du zouk, puisque d'ailleurs, c'est elle qui a fait Oui, Kassav. mais prenez la nouvelle génération. Moi, je ne veux pas parler parce que je vis à Paris. Hein. Je ne fais que voir à travers les réseaux Donc sociaux. tu penses plus dans l'Hexagone, ils sont plus fiers en Hexagone des musiciens et de la musique zouk que dans les territoires, qu'en Guadeloupe, en alors Martinique? ça, je ne veux pas faire ça. Mais c'est vrai que quand on voit un concert de Kassav à Paris, c'est quelque chose qui est unique. Même il y a des gens qui viennent vivre ces concerts à Paris. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on a à perdre. On est confronté à l'autre. On a besoin de dire à l'autre, j'existe, je suis quelqu'un, j'ai une culture. Donc ça ne leur pose pas de problème. Chez nous, on a de la musique tout le temps, on baigne dedans. Donc on n'a pas cette volonté d'exister par rapport à ça. Oui, c'est peut-être, je veux dire, peut-être que ça fonctionne comme ça à Paris parce qu'on a besoin de cette identité. On a besoin d'être reconnu en tant qu'Antillais, Bien sûr. Guadeloupe, Martinique. Et donc le zouk pour nous est une manière de dire, Bien voilà, sûr. nous on vient de là et c'est notre musique. Exactement. Et peut-être que dans les territoires, en Guadeloupe et en Martinique, ils n'ont pas besoin de ça puisque Voilà. c'est naturel. Bien sûr, Parce que c'est ça. naturel. C'est ça. Mais c'est mon Vas-y. sentiment. J'ai pas l'impression qu'il la dénigre en fait. Il ne s'agit pas de dénigrer, il s'agit de valoriser. D'accord. Il ne faut pas que ça soit c'est là parce que ça doit être là. D'accord. Je sors samedi soir, il y a des musiciens qui jouent, ils sont là pour ça. Non. Donc tu veux dire peut-être qu'ils ont un manque de reconnaissance Oui. par rapport au cachet, par rapport à comment ils sont considérés, Voilà. comment ils sont Le statut, accompagnés, voilà. le statut. Bien sûr. C'est-à-dire que... Ce ne sont pas des saltimbanques, ce ne sont pas des musiciens qui jouent pour, entre guillemets, pour mettre l'ambiance. Ce sont des gens qui ce sont des c'est un métier. professionnels. Exactement. Ce sont des professionnels. Et on l'a vu. Et ils Ouais. ne sont pas considérés à ce oui. niveau de professionnalisme Je suis chez entière. eux. Ah C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, en Martinique, ils vont recevoir un musicien ou un artiste d'un autre pays. Voilà. Voilà, C'est normal. même de la France hexagonale Tout à fait. qui va cracher même sur leur musique, ils vont bien l'accueillir, ils vont payer son concert alors qu'il n'y a pas longtemps, cette personnalité a craché sur le zouk, a craché sur leur musique et ils vont venir, ils vont payer alors que quand ils iront voir le concert d'un des leurs, ils auront moins cette fierté. On est entièrement d'accord. Voilà, on ne va pas créer la polémique, on sait de qui on parle et on sait de quoi on parle. Voilà, et je trouve ça dommage. Honnêtement, je trouve ça dommage parce que je vous dis... C'est important que le Guadeloupéen et que le Martiniquais sachent faire reconnaître et respecter sa musique. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Comme je dis, on n'est pas obligé de l'aimer, mais au moins le respect. On est et entièrement pour d'accord. être respecté, il faut imposer le respect. Voilà. J'ai rien à rajouter. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, avant de nous quitter, où on peut voir tes documentaires? Parce que moi qui les ai vus, je trouve que c'est une source incroyable de transmission, de connaissances. Et même pour ceux qui en parlent sur les réseaux sociaux ou autres, qu'ils aillent un petit peu prendre cette matière pour ensuite la transmettre. Parce que cette matière vient de professionnels de la musique. Quand tu parles des frères Debs, c'est eux qui ont produit. Quand tu parles des artistes, voilà. Donc, où on peut aller trouver... Alors, c'est très simple. Il suffit de taper mon nom. J'ai un site et en cliquant sur le lien, vous avez accès au film. Donc, migueloctave.com. Voilà. Et bientôt, alors, c'est difficile de parler de date puisqu'on ne sait pas quand est-ce que cet entretien va être diffusé. Mais au mois de novembre, le Quai Branly va rediffuser tous mes films dans le cadre du mois du documentaire. Au mois de novembre. Au mois de novembre, je crois que ça va être le 2, 3 et le 6, ça va sortir bientôt. Et là, je vous dis, il y a une frustration pour des gens comme moi, c'est qu'on n'a pas le retour.
C'est-à-dire D'accord. que les films sont diffusés outre-mer, mais on n'a plus de diffusion parisienne, on n'a plus de chaîne. Et donc, résultat, moi, j'ai pas hésité à les mettre en libre accès, gratuitement, parce que j'estime que c'est un don. Ça fait partie du patrimoine. Donc, je veux dire à l'autre, on a pris les mêmes caméras, les mêmes micros que toi. Et grâce à ça, on a fait ça. Maintenant, tu peux considérer que la musique antillaise, c'est danser sur la plage. Mais voici cette histoire. Et je suis très content quand ce sont mes collègues qui me récompensent, qui me disent, qui m'appellent en disant « J'ai vu ton film, c'est génial, je ne savais pas ». Donc, je voudrais que nos compatriotes, la même fierté que j'ai de dire « J'ai su mettre en valeur ces artistes », je voudrais qu'ils l'aient vis-à-vis des... Soyons fiers de qui nous sommes. Voilà. En tout cas, merci Miguel. Merci à toi. Et désolé parce que je suis très mal à l'aise face aux caméras alors que je suis toujours derrière. Donc je suis pas très à l'aise. Je te trouve très à l'aise et vraiment merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. Et je profite pour dire à nouveau que vous pouvez aller sur le site migueloctave.com pour voir tous ces documentaires qui sont une formidable source de transmission de l'histoire des musiques des Antilles, qui va du compas en passant par la biguine, le zouk, et qui parle des producteurs, qui parle des artistes, qui parle des femmes dans la musique antillaise. Merci et à très vite pour un autre Ticosé. Merci à vous. Merci Kéza. Merci.